Bonjour à tous, je suis Stéphanie, astrologue et astropsychologue. Bienvenue sur votre chaîne Va voir ton astrologue. Et aujourd'hui, je vous propose de plonger dans les profondeurs de notre univers pour découvrir Sedna. C'est une découverte un peu différente de d'habitude car nous allons dépasser les frontières du concret et du réel et on va se positionner en véritable pionnier puisque beaucoup de choses restent à l'état de théorie, notamment dans l'astronomie, mais cela nous permettra de plonger dans l'immensité des suppositions qui ouvre finalement la porte à beaucoup de questionnements. Ensuite, je vous propose de remonter le temps pour confronter la découverte de Sedna à notre passé lointain. Comme ça, on va tenter un peu de percer le mystère de ce corps céleste et puis nous plongerons dans son mythe profond et riche qui nous invite à la transcendance. Le symbolisme de Sedna nous révélera les secrets de sa compréhension astrologique et élargira nos horizons de résilience allant bien au-delà de notre perception mentale. Alors préparez-vous car nous partons vers l'inconnu, vers une compréhension qui dépasse les limites de notre esprit pour nous introduire dans une autre dimension. Installez-vous confortablement, le voyage promet d'être long mais absolument fascinant. Découverte des objets transneptuniens, on ouvre vraiment nos horizons vers une autre compréhension céleste. Découvert le 14 novembre 2003 par l'équipe de Michael Brown de l'observatoire de Palomar en Californie, Sedna est un objet transneptunien souvent mentionné en lien avec la ceinture de Kuiper et le nuage d'Oort interne. Bien que son périhélie la place bien au-delà de la ceinture de Kuiper, son aphélie s'étend vers les régions associées du nuage d'Oort interne, ce qui démontre la singularité de son orbite. Elle fait partie du groupe des objets détachés, ce qui signifie que sa nature a été affectés par des forces gravitationnelles externes ou par des événements passés dans l'histoire du système solaire, les éloignant de leur orbite initiale, plus typique des objets de la ceinture de Kuiper. Mais avant de continuer, on va faire un petit aparté pour que vous ayez un petit peu l'idée de ce qu'est le nuage d'Oort, que vous ne soyez pas perdu dans l'immensité de l'univers. Vous êtes probablement familiarisé avec la ceinture principale d'astéroïdes, celle qui est située entre Mars et Jupiter. Puis, il y a la ceinture de Kuiper, dont je vous ai parlé à plusieurs reprises, notamment en référence à Pluton qui en fait partie, et les objets de la ceinture de Kuiper sont classifiés comme des objets transneptuniens puisqu'ils se trouvent au-delà de l'orbite de Neptune. Au-delà de cette ceinture, nous passons des limites du concret puisque nous arrivons dans une région complètement théorique qu'on nomme nuage d'Oort, qui serait encore plus vaste que la ceinture de Kuiper, et c'est pour cela qu'elle est délimitée en deux parties, le nuage d'Oort interne et le nuage d'Oort externe, et qui commence là où se termine le nuage interne. Le nuage d'Oort est finalement essentiel pour comprendre les confins de notre système solaire et les origines potentielles de certaines comètes. Il serait composé d'un amas de planétissimaux, des corps célestes qui, selon les hypothèses de la formation planétaire, sont des blocs de construction des planètes. Alors cette vision du nuage comme une couveuse finalement à comètes a été avancée par Ernst Öpik, un astronome estonien qui s'est appuyé sur les observations de la trajectoire des comètes, notamment celle de Edmund Halley, que tout le monde connaît, célèbre astronome britannique connu pour la découverte de la comète de Halley. Mais revenons à Sedna et ses caractéristiques, en sachant que pour le moment, elle n'est pas retenue par l'Union astronomique internationale comme étant une planète à part entière, ni même une planète naine, donc on va ici parler d'un objet de glace transneptunien avec une surface rougeâtre, ce qui suggère la présence de composés organiques tholiniques sur sa surface. Alors juste pour vous clarifier les choses, les tholins, ce sont des composés qui se forment lorsque la radiation cosmique interagit avec des hydrocarbures simples comme le méthane et l'éthane qui sont certainement encapsulés dans la glace. La taille de Sedna est estimée à environ 1041 km de diamètre. Bien sûr, comme elle est très loin, il est difficile d'avoir une idée précise de sa taille à l'heure actuelle. Sa rotation sur ML est une estimation de 10 heures qui a été révisée par l'équipe de Michael Brown en 2015. À savoir que sur certains sites, vous allez voir beaucoup de contradictions entre 20 jours, 10 jours, etc. C'est absolument faux.
faut. Donc c'est bien 10 heures, ce qui semble bien sûr cohérent avec le comportement d'un objet transneptunien isolé. Sa température serait estimée entre moins 240 degrés et moins 220 degrés, et comme beaucoup d'autres objets transneptuniens, Sedna est probablement composé d'un mélange de roches et de divers types de glace, incluant de l'eau gelée, du méthane et possiblement de l'ammoniac. La période de révolution solaire de Sedna est extrêmement longue puisqu'elle est de 11 400 ans, rien que ça, et son orbite est hautement elliptique et se caractérise par un périhélie d'environ 76 unités astronomiques, ce qui la place bien au-delà de la ceinture de Kuiper, comme on l'a vu dans l'introduction, et dont le bord externe est à environ 50 unités astronomiques. Son aphélie est à environ 936 unités astronomiques, ce qui la plonge dans la région du nuage de Oort interne. Alors avec un tel orbite, vous pouvez bien sûr imaginer que Sedna ne s'approche jamais assez du Soleil pour interagir avec la ceinture de Kuiper ou être influencé par des planètes géantes, renforçant donc son statut d'objet isolé. En plus, son inclinaison orbitale est d'environ 12 degrés, ce qui est relativement élevé. Pour vous donner une petite idée, si on compare avec Mercure, qui est de 7 degrés, c'est presque 2 fois plus, ce qui lui permet de traverser des régions du système solaire qui sont soit au-dessus, soit en dessous des plans orbitaux des planètes principales. Pour finir, je voulais évoquer une théorie émise par les scientifiques qui pensent que tout comme sur Cérès, la désintégration radioactive à l'intérieur de Sedna pourrait être une source de chaleur suffisante pour faire fondre la glace et créer un océan souterrain. Alors ce processus où les isotopes radioactifs se désintègrent et libèrent de l'énergie sous forme de chaleur pourrait permettre à des océans liquides de se maintenir sous la surface glacée malgré les températures extrêmement basses observées sur la surface de ces corps célestes. Quoi qu'il en soit, nous avons là un principe nourricier puisque on a quand même de l'eau qu'on va trouver dans le symbole et le mythe que je vous propose de découvrir dans quelques instants. Alors restez avec moi, c'est tout de suite. Symbole astrologique représente Sedna, mais je souhaite présenter celui qui me semble plus fidèle à la culture dont le mythe est issu. Son nom tel qu'il est décrit en Inuktitut, la langue des Inuits, ce symbole est particulièrement riche en signification, révélant son rôle tant dans l'astrologie que dans la mythologie. On va un petit peu regarder les éléments qui le composent. Nous observons d'abord un quart de cercle ou un segment arrondi qui s'ouvre largement vers l'extérieur, et ce motif symbolise une partie d'un cycle ainsi qu'une fraction du tout, car le cercle représente l'unité, le tout, l'infini. En tant que déesse des océans, Sedna incarne cette notion de totalité, puisque l'océan étant une composante essentielle de ce tout universel. L'Arctique, qui est le berceau du peuple inuit, constitue également une partie significative de notre globe, et ce symbole évoque donc non seulement la fertilité de la mer nourricière, mais illustre également une saison dans le cycle complet des saisons, en lien avec la croissance et le renouveau essentiel à la compréhension de Sedna. Ce cercle est surmonté d'une barre verticale qui va exprimer l'alignement entre Terre et cosmos, une consonance dont je vous parle assez souvent. Donc on a ce lien entre l'ancrage avec la Terre et la connexion à l'univers. C'est un lien synergique qui permet de véhiculer l'énergie d'un monde à l'autre. On évoque ici un petit peu le principe de la fusion lumineuse. L'autre symbole est une barre horizontale qui se termine par une boucle ou un cercle, ce qui forme une croix par superposition sur le trait vertical. Donc la barre horizontale évoque l'horizon, la stabilité sur le plan terrestre et sur le plan concret. Le fait que la barre commence ou se termine par un cercle évoque un petit peu le côté cyclique du chemin, un renouvellement permanent sur le plan concret, et il y a quelque chose un petit peu subtil qui fait penser que ce renouvellement est absolu et parfait sur un plan terrestre. On peut y trouver une notion aussi très karmique, que nous reprenons le chemin là où il était pour le faire évoluer. En tous les cas, le cercle sur la barre n'est pas anodin, il symbolise plutôt un acquis au début ou en fin de cycle, mais vers un chemin qui est ouvert, voire même une croix avec le carrefour qui évoque la croisée des chemins. Il y a aussi une notion de fertilité
dans ce symbole. La courbe évoquant le féminin, la ligne droite évoque le principe masculin. Donc on a une complémentarité qui laisse à penser que la perspective de Sedna est dans l'attente de la fécondité, donc un principe nourricier. Attention, préparez-vous, ce mythe est absolument bouleversant. Sedna est une figure issue des légendes populaires des peuples inuits qui sont des peuplades autochtones vivant dans les régions arctiques. Alors son histoire est racontée depuis des générations au coin du feu et c'est certainement pour cela qu'il en existe énormément de versions, mais elle contribue un petit peu à la compréhension de leur relation avec la nature, les esprits et le monde qui les entoure. Ce qui est intéressant, c'est que la cosmologie des Inuits est imprégnée d'une profonde connexion avec la nature, mais c'est une connexion plutôt énergétique. Et la découverte de Sedna et d'autres corps célestes transneptuniens marque un petit peu un tournant dans notre compréhension de l'univers et de notre place en son sein, puisqu'elle nous permet aussi de nous éloigner des traditions anciennes héritées de la Mésopotamie pour nous inviter vraiment à nous reconnecter à des principes plus simples, plus fondamentaux, tels que le respect de la nature et de ses cycles. Et Sedna incarne cette transition vers une spiritualité plus terrestre, basée sur la relation intime entre notre environnement et le besoin de préserver l'harmonie naturelle. Mais revenons à notre mythe, et comme les versions sont très variées, je vais donc vous présenter celle que je préfère. Sedna était donc une jeune femme très belle, mais extrêmement vaniteuse, qui vivait avec son père, qui dans certaines versions du mythe, on nous le présente comme un chasseur ou comme un pêcheur. Alors que la nourriture vient à manquer, le père de Sedna décide d'offrir sa fille en mariage. Dans d'autres versions, son père décide de la donner en mariage à un étranger tant elle est vaniteuse. Quoi qu'il en soit, un jour, un homme richement vêtu se présente. On parle d'un esprit oiseau ou d'un homme oiseau vaguement sorcier, on ne sait pas trop, qui ne montre pas son visage, et son père offre malgré tout sa fille en échange de nourriture. Contrainte par sa famille à accepter cette union, Sedna se marie et elle part en bateau rejoindre son nouveau foyer. Mais quand elle arrive, c'est la stupeur, la désillusion totale. Elle découvre un foyer qui est complètement négligé, terrifiant, et dans certaines versions, on parle de l'antre d'un chaman avec des ossements, des sacrifices un petit peu partout. La vie avec son mari n'est pas du tout heureuse. Sedna est torturée, maltraitée, et sa souffrance est tellement profonde, terrible, que ses cris et ses pleurs sortent du plus profond de ses entrailles et résonnent aux oreilles de son père, qui, probablement rongé par la culpabilité, décide de la ramener dans le foyer familial. Cependant, sur le chemin du retour, une tempête terrible va éclater. En effet, le mari de Sedna, furieux de la décision du père de sa femme, on se rappelle qu'il est légèrement sorcier, retrouve l'embarcation en volant et en invoquant les forces de la nature pour les punir. La tempête devient si violente que le père de Sedna, voyant que leur embarcation est sur le point de chavirer, prend la décision ineffable de la jeter par-dessus bord en guise de sacrifice, espérant ainsi que cela calmerait la colère de son mari et par là même sauverait l'équipage et les membres de sa famille. Sedna essaye tant bien que mal de remonter dans le bateau, l'eau étant glaciale. Elle trouve à s'accrocher avec les mains et à un rebord de la barque, mais son père décide alors de lui couper les doigts puis les mains pour la délester en mer. Sedna finit par couler, emportée dans les profondeurs de l'Arctique, où elle y réside depuis en tant que déesse de la mer. On raconte que les doigts qui étaient coupés donnèrent naissance aux poissons, puis les pouces et les mains qui se transformèrent en phoques, en baleines, et peuplèrent ainsi l'océan de la vie aquatique. Aujourd'hui, les Inuits vivent en harmonie avec l'océan, en veillant à ne jamais courroucer Sedna, car quand elle est en colère, le mythe nous raconte que les vagues, qui sont ses longs cheveux, s'en mêlent, et n'ayant plus de mains pour les peigner, la mer se démonte. Seuls les chamans réussissent à peigner Sedna, lui permettant ainsi de retrouver le calme et par là même la prospérité de la mer.
après ce moment très intense, je vous emmène vous reconnecter dans notre histoire humaine. Et effectivement, pour mieux comprendre les implications de Sedna, il est tout à fait important de voir quelles ont été ses conséquences passées. On a vu que le mythe la relie aux croyances inuites qui sont associées aux océans et à la vie marine. On sait aussi que les courants océaniques jouent un rôle primordial de régulation du climat et d'équilibre sur l'écosystème océanien. Alors avec un cycle orbital de 11 400 ans, on comprend bien que l'action de Sedna agit plus sur des longues périodes, symboliquement reliées à des événements cycliques très étendus sur Terre, incluant des changements climatiques majeurs provoquant de facto des périodes de transition écologique et sociale. C'est pourquoi je trouve que l'approche d'Alan Klee, qui est astrologue, basée sur ces synchronicités, sont très intéressantes. Et on va voir pourquoi. Sedna apparaît à notre conscience alors qu'elle est en approche de son point de périhélie, et loin d'être une coïncidence, c'est une question de timing et de symbolisme, puisque Sedna, par ses cycles lents, représente la régulation des équilibres naturels et des ressources. En 2075, voire mi-2076, Sedna atteindra donc son point de périhélie, et je vous propose de remonter le temps à partir de cette date pour arriver au 10e millénaire avant notre ère. Alors, nous assistons à la fin de la période de la dernière glaciation majeure qui va amorcer le début de l'Holocène. Cette transition climatique a profondément impacté les environnements terrestres qui étaient auparavant inhospitaliers et vont devenir accessibles et fertiles. Elle a donc permis au groupe de chasseurs-cueilleurs de s'établir dans des régions plus vastes, favorisant ainsi l'augmentation des populations humaines et la diversification des cultures. L'Holocène est également le cadre du début de l'agriculture, marquant un changement majeur dans le mode de fonctionnement humain. Mais continuons. Si nous remontons encore au passage précédent de Sedna, environ 20 000 ans avant notre ère, nous nous trouvons dans une période où des recherches indiquent d'importants changements climatiques, là aussi, notamment dans la vallée du Nil, et cette période difficile a provoqué de nombreux conflits de subsistance à un moment où les calottes glaciaires étaient à leur extension maximale. Les peuples humains, palmant encore des chasseurs-cueilleurs nomades, étaient fortement dépendants de la nature à cette époque pour leur survie. Face à ces conditions extrêmes, ils ont dû s'adapter en développant des outils en pierre pour pouvoir chasser. Mais allez, on continue encore un petit peu. On remonte moins 11 400 ans, c'est-à-dire au troisième dernier passage de Sedna, nous arrivons vers moins 32 124 avant notre ère. Alors cette période précède les stades les plus intenses de la glaciation du Würm, une phase marquée par des avancées glaciaires significatives couvrant une grande partie de l'Europe, mais aussi de l'Amérique du Nord et de l'Asie. Bien que cette époque soit antérieure au maximum glaciaire de Würm, elle était néanmoins caractérisée par un climat froid et des conditions glaciaires étendues, préfigurant les phases plus rigoureuses de glaciation qui allaient suivre. Et puis pour m'amuser un petit peu, je suis remontée beaucoup plus loin, où j'ai exploré une transition majeure dans l'histoire de la Terre, se situant entre le Paléocène et l'Éocène, il y a environ 56 millions d'années. Et pourquoi j'ai choisi cette période? Parce qu'elle représente un tournant dans les principaux changements climatiques, incluant des augmentations dramatiques des températures globales et des niveaux de dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Et ces modifications environnementales ont eu des effets profonds sur la circulation océanique, provoquant l'extinction de nombreuses espèces, laissant ainsi la place à l'émergence de nouvelles formes de vie. En remontant le temps depuis notre ère jusqu'à cette période, Sedna avait complété son passage au périhélie 4900 fois exactement. Et cette observation offre un petit clin d'œil fascinant sur la récurrence des grands bouleversements écologiques et biologiques à travers le temps. Bon, je pense que vous l'aurez tous compris, il y a une forte liaison entre le climat et Sedna, avec des périodes qui pourraient symboliser des thèmes de survie, de grande résilience humaine et d'adaptation, de réimplantation, de réorganisation, de réensemencement, de transformation biologique face à des défis extrêmes qui apportent une évolution humaine. Donc, en lien avec la théorie d'Alan Klee, je vous recommande vivement de lire son livre. Il propose une analyse détaillée de tous les aspects liés à Sedna en s'appuyant sur de nombreux thèmes de personnalité pour étayer ses interprétations, et c'est une lecture, ma foi, très intéressante qui peut vous ouvrir d'autres horizons.
que ça peut bien être. Pour comprendre le mythe de Sedna malgré les diverses versions, il faut concentrer notre analyse sur une scène commune à toutes les versions, c'est-à-dire celle du bateau, qui est liée au sacrifice, à la renonciation, à la renaissance, au défi dans un environnement aux conditions extrêmes, à la solitude et au changement d'état biologique et psychique que nous allons tenter d'expliquer. Tout ceci nous ramène à l'instinct de survie face à des conditions climatiques très inhospitalières pour l'homme. Ici, l'instinct de survie ne se limite pas simplement à la préservation physique, il englobe également la survie psychologique et émotionnelle. Dans le cas de Sedna et de son père, cet instinct les pousse à prendre des décisions traumatiques pour sauver la vie du plus grand nombre, impliquant de passer par un état sacrificiel. Dans le cas du père, c'est celui de sa fille, et dans le cas de Sedna, c'est sa propre vie. Elle va transcender des circonstances traumatiques et va se réinventer en tant que déesse nourricière. Dans le contexte de la psychologie, Sedna symbolise ainsi l'affrontement avec les aspects les plus reculés et souvent négligés de notre inconscient qui sont connectés à notre cerveau reptilien, le siège de nos instincts les plus profonds. Cette figure isolée aux confins du système solaire peut évoquer des facettes de notre psyché que nous avons reléguées aux oubliettes à mesure que le confort et l'évolution sociale nous ont éloignés de la véritable essence de la privation essentielle liée à la subsistance. Imaginez le contexte des traumatismes profonds liés à la lutte pour la subsistance. Sedna nous incite alors à prendre conscience de l'importance de préserver ce que nous avons. Elle nous ramène à notre animalité la plus fondamentale, se nourrir pour survivre, se loger pour se protéger et se reproduire si les conditions le permettent ou pour la préservation de l'espèce. Donc, Sedna incarne l'essence même de ses instincts primaires de survie, reflétant la capacité profonde de l'humanité à s'adapter à des conditions extrêmes et inhospitalières. Dans son mythe, elle transforme une trahison et un abandon extrême en une source de vie et de nourriture, illustrant comment nos instincts les plus profonds, les plus fondamentaux, nous poussent non seulement à survivre, mais aussi à nous réinventer face à l'adversité, comme les chasseurs-cueilleurs ont inventé les outils en pierre pour améliorer la chasse et augmenter leurs chances de survie. Mais cette transformation va bien au-delà de la simple préservation physique. Elle englobe aussi une renaissance psychique et spirituelle qui nous reconnecte avec les aspects les plus élémentaires de notre être, tels que la nécessité de se nourrir et de protéger, tout en nous rappelant notre lien indélébile avec la nature et ses cycles. Sedna donc n'est pas seulement une survivante, mais une figure de profonde régénération symbolisant la puissance des instincts qui nous ramène à l'essence de la vie, même en des temps de grande détresse. Sedna ouvre finalement sur l'inexploré. D'autres façons de penser sur l'évolution même de notre conscience en référence avec le respect de la nature et des conditions de vie, mais aussi à la réorganisation sociale vers des notions écosociales plus intégrées. Avec Sedna, la solitude est souvent perçue comme un élément central, mais elle se manifeste de manière inhabituelle puisque c'est une solitude nourricière. Alors j'entends que ce concept peut sembler paradoxal, car la solitude est généralement associée à l'isolement et au désespoir, mais dans le cas de Sedna, on parle d'une solitude de reconnexion de soi, et réapprendre à écouter ses instincts primaires, c'est ce qui nous permet d'élever notre conscience. Et savez-vous pourquoi il est important de se reconnecter à nos instincts? Eh bien tout simplement parce que c'est un élan positif et créateur. Écouter son instinct, c'est faire abstraction de la pensée négative qui nous en détourne, comme l'angoisse, les pensées névrotiques. L'instinct nous permet de dépasser le petit mental et d'accéder à un état de clarté et de motivation renouvelée. Dans le contexte de Sedna, cette solitude justement devient une source de richesse et d'exploration. Elle favorise une nourriture spirituelle et renforce l'union entre l'individu et les forces de la nature. Cet isolement permet de se ressourcer profondément en établissant une connexion intime avec l'environnement. Et cette démarche permet une croissance intérieure qui se réalise dans la simplicité d'une symbiose avec sa propre nature, transformant ainsi un état de désespoir en un principe d'enrichissement. Sedna, dans son isolement et sa transformation, illustre ainsi la manière dont l'instinct peut servir de pont entre notre expérience sensorielle immédiate et une compréhension plus vaste de notre place dans l'univers.
On a vu tellement de choses, j'espère que vous n'êtes pas trop perdus, que vous me suivez toujours. Je vais recentrer la signification sur des mots-clés qui vont vous permettre de vous approprier la symbolique de Sedna en astrologie, en sachant que nous ne sommes qu'au début de cette exploration et de notre recherche sur les applications pratiques de Sedna dans notre discipline. Il se peut d'ailleurs qu'Alan Clay ait tout à fait raison en disant que les applications de Sedna résident dans le 3e niveau de conscience d'une planète comme développé par Dan Rudhyar. Bref, il faut raisonner avec une double lecture comme pour Pluton, c'est-à-dire une lecture générationnelle, puisqu'on a vu que son champ d'application se faisait ressentir en amont de grands changements, notamment dans le climat, mais aussi dans les changements de réorganisation humaine, ainsi que son application individuelle. Donc, dans le cadre de notre application de pratique individuelle, puisque c'est ce qui nous intéresse, voyons comment cette nouvelle découverte peut concrètement colorer notre grande résilience de vie. En lien avec notre décryptage en psychologie archétypale, nous allons pouvoir extraire des mots-clés qui vont résonner avec le symbolisme astrologique de Sedna. Donc on va avoir résilience, transformation, isolement, épreuve, survie, régénération, renouveau, sagesse profonde, sacrifice, évolution, spirituelle, conscience, régénération, grande réorganisation, voire initiation de mouvements précurseurs, instinct, futur, ouverture sur d'autres dimensions, d'autres idées, une autre philosophie sociale, idéologie nouvelle, solitude, grande maladie, subsistance, transformation biologique par le changement d'état, qu'il soit psychologique ou physique, empathie, considération, réensemencement, mais pas forcément biologique, donc revitalisation ou régénération. Bon, je m'arrête là parce qu'après, ça va faire beaucoup. Je pense que vous avez compris ce qui anime l'esprit d'un Sednien. Je ne sais pas si ça se dit, ce mot n'existe pas, mais je pense que le sens se coule de source. Donc, la légende de Sedna illustre profondément les thèmes du renoncement et de la transformation par la perte. Lorsque Sedna est trahi puis mutilé, perdant ainsi ses doigts tranchés dans les eaux glaciales, cela symbolise des pertes déchirantes, mais aussi la naissance de quelque chose de nouveau et vital. En astrologie, donc, la présence de Sedna dans un thème peut indiquer des moments où la perte et le renoncement deviennent des catalyseurs nécessaires pour la libération et la transformation personnelle. Ces expériences peuvent parfois se manifester par des situations où l'on doit lâcher prise de ce qui ne nous sert plus, même si cela peut sembler extrêmement difficile ou douloureux au moment vécu. Le processus de renoncement peut ainsi être vu non seulement comme une fin, mais aussi comme le commencement d'un nouveau chapitre où de nouvelles possibilités de vie et de croissance émergent des profondeurs de l'expérience passée. De plus, Sedna incarne la résilience ultime, la capacité de non seulement survivre, mais de se transformer face à des défis extrêmes. Alors la position de Sedna dans un thème astrologique peut souvent indiquer des périodes de crise intense où la personne est poussée à ses extrêmes limites, mais aussi où elle a l'opportunité de puiser dans ses ressources intérieures les plus profondes pour se réinventer et se fortifier. Ces expériences peuvent être douloureuses mais sont cruciales pour le développement personnel, offrant des leçons de courage, de force et de capacité de rebondir avec une nouvelle perspective enrichie. Donc, si Sedna est en aspect à votre soleil ou aux planètes personnelles, à l'ascendant ou à votre milieu du ciel, cela pourrait signifier une capacité à impulser de grands changements de conscience, ouvrant de nouveaux horizons. Cependant, cela peut passer par des expériences de sacrifice ou d'abandon, souvent dans des circonstances qui échappent à votre contrôle personnel. Vous pourriez traverser des périodes qui vous poussent à revisiter et à guérir de vieilles blessures, souvent liées d'ailleurs à des sentiments d'isolement ou de négligence émotionnelle. Ce sont des défis qui sont loin d'être faciles, mais qui vont vous permettre de transcender les peurs liées à l'avenir, surmonter les traumatismes et acquérir la confiance nécessaire
nécessaires pour parvenir à une guérison et avancer avec une plus grande résilience. En tant que Sédien, en plus, vous possédez une capacité naturelle à vous connecter à votre instinct et à comprendre intuitivement des dynamiques sous-jacentes lors de crises ou de transformations, surtout après avoir surmonté vos propres peurs ou celles issues de votre environnement d'ailleurs. N'oubliez pas que vous êtes un véritable précurseur ou agent de changement, capable de trouver des solutions pour régénérer ce qui semble perdu. Vous pourriez ouvrir la voie à des horizons nouveaux, à des perspectives encore inexplorées, mais parfaitement adaptées aux exigences futures. Votre capacité à percevoir ce que d'autres ne voient pas et votre intuition profonde vous rendent indispensable dans des moments de crise, car vous possédez un sens inné de ce qui est nécessaire pour apporter ce changement. Et alors la solitude devient pour vous un moyen de réinvention, une connexion profonde avec votre instinct qui vous permet de vous régénérer intérieurement et de redistribuer vos ressources aux autres d'ailleurs. Vous pourriez être particulièrement sensible à l'environnement, à l'écologie et à des valeurs sociales qui intègrent de nouveaux principes pour une meilleure cohésion sociale, voire éco-sociale. Et ce sont ces qualités qui font de vous non seulement un survivant, mais un innovateur capable de mener par l'exemple et d'inspirer le changement autour de vous. C'est une symbolique finalement aussi puissante que le mythe. J'espère que cette vidéo, un peu longue, j'en conviens, vous aura permis d'y voir plus clair sur ce corps céleste isolé qui a encore tant de choses à nous révéler finalement. N'hésitez pas à me mettre un like ou un dislike pour exprimer votre opinion en l'accompagnant d'un commentaire constructif et bienveillant pour que je puisse m'améliorer. Je poursuivrai mon exploration transneptunienne avec Eris dans les prochaines semaines. En attendant, je vous retrouve la semaine prochaine pour parler de Mercure. J'en profite pour remercier tous ceux et toutes celles qui me soutiennent. En attendant, n'oubliez pas qu'il est essentiel de se connecter à son instinct pour retrouver une énergie positive et nourricière. À très vite sur Va voir ton astrologue.